Nous allons maintenant étudier les gonades masculines, c'est-à-dire les testicules, et nous allons les étudier en place dans leurs enveloppes scrotales ou encore scrotum, qui est le prolongement du périnée chez l'homme. Les testicules sont les gonades masculines. Elles sont paires et symétriques. Elles sont donc le siège de la spermatogénèse, c'est-à-dire la maturation des spermatozoïdes. Elles jouent également un rôle endocrine par la synthèse des androgènes et d'œstrogènes. Leur particularité est d'être situées à l'extérieur du pelvis et non pas, comme chez la femme, à l'intérieur de la cavité pelvienne. Cette disposition particulière s'explique par le fait que la température idéale de maturation pour la spermatogénèse doit être de 2 degrés environ en dessous de celle de l'abdomen. La disposition scrotale des testicules permet donc en permanence d'avoir une température toujours un peu inférieure à celle du corps. Nous verrons ensuite que les enveloppes du scrotum permettent également de réguler cette température. Enfin, le scrotum devra donc réguler la température à l'extérieur du pelvis, tout en maintenant une protection pour les 2 testicules. Voici une coupe frontale du scrotum avec la partie gauche sur la droite du schéma. Ce schéma montre tout d'abord la hauteur de la gonade, 3 cm, sa largeur, 2 cm, et dans l'autre plan de l'espace, en profondeur, la gonade mesure 3 cm également. La gonade masculine a donc une forme ovoïde. Elle pèse 18 grammes. À son pôle supérieur prend place l'épididyme, qui est la structure initiale des voies spermatiques. L'épididyme est solidaire du testicule. Il y a simplement un sillon qui sépare l'épididyme du testicule, qu'on appelle le sillon épididymaire, qui est nettement palpable lors de la palpation du scrotum. Une disparition de ce sillon pourrait faire suspecter une tumeur du testicule ou une pathologie de l'épididyme. L'épididyme se poursuit par le conduit déférent, qui est un canal unique qui va diriger les spermatozoïdes jusque dans la prostate. La forme ovoïde du testicule est attachée à son pôle caudal, aux parois du scrotum. Cette attache, c'est le gubernaculum, c'est-à-dire le reliquat du ligament primitif de l'embryon. La gonade est protégée par une cavité qu'on appelle la cavité vaginale du testicule. C'est une cavité virtuelle qui est représentée en bleu clair sur le schéma, qui dérive de la cavité célomique de l'embryon. Cette enveloppe, cette double enveloppe, ne va pas complètement enfermer le testicule. Et sur le schéma, voyez que seule la face latérale du testicule, son pôle inférieur, sont protégés par la cavité vaginale. Mais la face médiale, celle qui est en rapport avec le testicule contralatéral, ne sera pas protégée par la cavité vaginale. Enfin, ce schéma permet de montrer d'emblée qu'il y a une cloison sagittale dans le scrotum qui partage le scrotum en 2 cavités indépendantes. Cette cloison correspond au raphé médian que l'on voit nettement à la surface de la peau du scrotum. Voici une coupe frontale d'un testicule qui va insister maintenant sur la structure interne de la gonade. Cette structure interne est enfermée dans une coque inextensible qu'on appelle l'albuginée. Ce terme signifie que cette coque est blanc nacré
avec une surface parfaitement lisse. C'est une capsule extrêmement solide, épaisse et encore une fois inextensible. Cette albuginée est recouverte en partie par la cavité vaginale que l'on a décrite sur la diapositive précédente. À partir de cette albuginée partent des cloisons radiaires qui se dirigent vers le centre du volume ovoïde du testicule. Ces cloisons sont là pour ordonner une architecture qui paraît a priori un peu anarchique. Cette architecture interne contient une pulpe testiculaire. En fait, cette pulpe est l'enroulement des tubes séminifères sur eux-mêmes. Tous ces tubes séminifères convergent vers le centre de la gonade, dans une zone qu'on appelle le rété testis. À partir de cette zone de convergence partent des tubes droits qui se dirigent vers l'épididyme. Ces tubes droits vont donc quitter le testicule et se poursuivre avec l'épididyme. En réalité, l'épididyme est lui aussi un enroulement d'un canal unique. Ce canal mesure, une fois déplié, plusieurs mètres. Une fois enroulé, l'épididyme représente un volume de 6 cm de long plaqué sur le testicule. À proximité du sillon épididymaire, on retrouve maintenant le hile du testicule, c'est-à-dire l'arrivée des vaisseaux artériels testiculaires et le départ des veines testiculaires. Il n'y a pas de circulation de surface. La circulation sanguine du testicule est une circulation terminale. Cette diapositive va présenter maintenant l'ensemble des enveloppes fibreuses qui vont protéger le testicule au sein du scrotum. Ce schéma est un schéma en deux parties. Le haut du schéma correspond en fait à une coupe transversale de la paroi abdominale. Le bas du schéma est une coupe frontale du scrotum. C'est donc un schéma dans sa structure qui est un peu complexe, mais qui est en fait pour vous montrer que chacune des enveloppes du testicule va correspondre à un prolongement d'un des éléments de la paroi abdominale vers le bas. Nous commençons par le péritoine. En bleu, le péritoine pariétal va tapisser la paroi abdominale antérieure. Il existe un prolongement de la cavité péritonéale de l'embryon, ou plutôt de la cavité célomique de l'embryon, vers le scrotum. Ce prolongement est entraîné, nous l'avons vu en embryologie, par la migration de la gonade. Ce prolongement va se séparer, avant la naissance, du péritoine pariétal. Il ne reste donc entre le petit diverticule qui va protéger la gonade et la cavité péritonéale qu'un seul ligament péritonéo-vaginal, qui est la cicatrice de cette ancienne communication de l'embryon. Et donc, l'enveloppe qui est la plus près de la gonade, c'est l'enveloppe vaginale, c'est-à-dire la cavité vaginale, qui est de la même structure que la cavité péritonéale. Cette enveloppe est, nous l'avons vu, incomplète et ne recouvre pas la totalité du testicule. Le testicule est, nous le rappelons ici, fixé au point le plus déclive du scrotum par le gubernaculum qui date de la période embryonnaire mais qui persiste chez la gonade adulte. L'enveloppe suivante est en fait le prolongement du fascia transversalis dans le scrotum. Ce prolongement forme le fascia spermatique interne. C'est le trait vert épais
qui est continu, c'est-à-dire qu'il part de la paroi abdominale, il fait le tour du testicule et de ses éléments cordons et vaisseaux pour remonter vers la paroi abdominale. Le fascia spermatique interne est un véritable sac étanche qui protège tous les éléments nobles de la région. Ce fascia spermatique interne délimite le cordon du testicule, c'est-à-dire que le cordon testiculaire correspond à tout ce qui est contenu dans le fascia spermatique interne. Nous retrouvons le repère en haut du schéma de l'artère épigastrique inférieure que nous avons étudié avec la paroi abdominale, et puis les structures musculaires, muscle droit de l'abdomen, le tendon conjoint, et c'est à partir du tendon conjoint que l'on trouve l'origine de l'enveloppe suivante. Cette enveloppe, c'est le muscle crémastère médial. Ce sont en fait un ensemble de petites fibres musculaires qui proviennent du tendon conjoint et qui descendent dans le scrotum pour créer une couche supplémentaire de protection. On retrouve une structure équivalente latéralement. Voici les trois muscles de la paroi abdominale, les trois muscles larges. Et aux dépens du muscle oblique interne, il y a là aussi des fibres musculaires dites fibres crémastériennes qui descendent dans le scrotum et qui forment le muscle crémastère externe. Le muscle crémastère externe est beaucoup plus développé que le muscle crémastère interne. L'autre enveloppe qui fait suite à celle-ci est une enveloppe fibreuse de nouveau, c'est le fascia superficialis. Le fascia superficialis, qu'on appelle également la toile sous-cutanée, est une entité universelle dans le corps humain. Elle prend le nom de fascia spermatique externe lorsqu'elle quitte la paroi abdominale pour descendre dans le scrotum. Et c'est en fait l'échange de tissus fibreux du fascia spermatique externe gauche et droit qui forme le raphet médian, c'est-à-dire la cloison médiane qui sépare le scrotum en deux. La dernière couche, avant le revêtement cutané, c'est encore une couche musculaire, c'est le muscle d'Arthos. C'est un muscle qui appartient au muscle possier du corps. Ce muscle a pour rôle ici de permettre une régulation thermique de la gonade. C'est un muscle qui est extrêmement vascularisé et qui, par sa simple hypervascularisation, peut apporter de la chaleur à la gonade. Les muscles crémastères sont également là pour protéger la gonade, protéger des traumatismes. Par leur contraction, ils rapprochent la gonade de l'abdomen, mais aussi une protection thermique, puisque, là encore, lorsque les crémastères se contractent, la gonade se rapproche de la cavité abdominale et donc rejoint une cavité avec une chaleur supérieure à celle du scrotum. Voici la présentation de la circulation artérielle du testicule, mais aussi du scrotum. Voici la tête de l'épididyme, le corps et la queue de l'épididyme. On met en place le conduit déférent qui va se prolonger par la queue de l'épididyme. On met en place le gubernaculum, qui est donc l'attache caudale de la gonade. Puis maintenant, l'artère qui est destinée à nourrir le testicule, c'est l'artère spermatique. À ses côtés, on représente simplement deux petits segments de veines spermatiques. Les veines ne seront pas détaillées sur ce schéma.
elles seront satellites de la circulation artérielle. L'artère spermatique prend le nom également d'artère gonadique. Arrivée au bord supérieur de l'épididyme, elle va se diviser en 3 branches. L'artère spermatique est enfermée dans le fascia spermatique interne, à côté du conduit déférent. Les 3 branches de l'artère spermatique sont d'une part l'artère épididymaire antérieure, qui va en direction de la tête, l'artère épididymaire postérieure en direction de la queue de l'épididyme, et l'artère testiculaire, qui va avoir pour rôle essentiel de perforer l'albuginée au niveau du hile du testicule pour nourrir l'intérieur de la gonade. On voit à ses côtés, à la surface de la gonade, 4 petites terminaisons veineuses qui sortent de la gonade pour former les veines spermatiques. Aux côtés du conduit déférent, enfermé dans le fascia spermatique interne, on retrouve la petite artère déférentielle. C'est une branche de l'artère vésiculo-déférentielle que nous avons déjà étudiée. Cette artère va nourrir le conduit déférent et le suivre jusqu'à son origine, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la queue de l'épididyme. La 3e artère du scrotum est l'artère funiculaire. C'est une branche de l'artère épigastrique inférieure. Elle est dite funiculaire parce qu'elle est responsable de l'apport artériel des muscles crémastères. Et nous l'avons vu, ces muscles crémastères sont les muscles ascenseurs ou funiculaires de la gonade, c'est-à-dire les muscles capables de faire remonter la gonade en direction de l'abdomen. Et on appelle donc l'artère des muscles crémastères l'artère funiculaire. Notez que l'artère funiculaire est à l'extérieur du fascia spermatique interne. Il existe au niveau de la queue de l'épididyme un rapprochement de ces 3 artères. Il y a, à l'époque de la vie embryonnaire et chez le jeune enfant, une zone d'anastomose à ce niveau. Enfin, retenez bien la notion que le cordon testiculaire est l'ensemble des éléments compris dans le fascia spermatique interne. Sur ce schéma, nous voyons bien l'ensemble de ces éléments, l'artère spermatique, les veines spermatiques, l'artère déférentielle et le conduit déférent. Ce schéma était là pour vous montrer donc que dans le scrotum, il existe 3 circulations artérielles. Ces circulations peuvent avoir des échanges, des anastomoses à l'époque de la vie embryonnaire et fœtale, mais il n'y a pas d'anastomose chez l'adulte. Lorsqu'il y a une torsion du testicule, c'est en fait une torsion du cordon testiculaire qui se produit. Et donc, tous les éléments compris dans le cordon testiculaire se vrillent sur eux-mêmes à l'intérieur du fascia spermatique interne. Et il y a donc une interruption de circulation des artères spermatiques et des artères déférentielles. Autant dire qu'il n'y a pas d'apport sanguin au niveau du testicule. Et au-delà d'une période de 5 à 6 heures, la pulpe testiculaire est nécrosée sans possibilité de récupération.